Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Alors aujourd'hui, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour un sujet qui n'est pas évident et qui est peut-être même tabou dans nos cultures africaines. On va en parler tous ensemble, alors restez avec nous pour découvrir le sujet du jour. Voilà, aujourd'hui nous parlons de harcèlement moral. On va définir ensemble, bien sûr, comme toujours, ce que c'est, et que ce soit à la maison ou au travail, comment ça se passe, surtout quand on est chrétien ou entre chrétiens aussi, parfois ça peut arriver malheureusement. On va essayer de voir tous ces cas de figure ensemble, bien sûr, avec Mama Audrey. Comme toujours, Mama Audrey, un sujet pas évident. Hein. Un sujet, malheureusement, très... pas populaire, mais qui est un cas nombreux, qui existe, qui est une réalité dans la vie de tellement de gens. Tout à fait. Et qui vivent cela tous les jours. On n'a pas des solutions magiques, bien sûr. Mais on va quand même pouvoir essayer d'aider ces personnes à pouvoir faire face et s'en sortir. Quoi. Exactement, exactement. Et comme toujours, nous avons Mama Janine avec nous en direct de Kinshasa. Mama Janine, comment tu vas? Oui, ça va très très bien, Nadège, merci. Super. Donc, Mama Janine, tu nous donneras tout à l'heure un petit peu de retour terrain de ce qui s'est passé à Kinshasa concernant notre sujet. Et nous avons bien sûr Magali. Tout à fait. Qui va nous définir ce que c'est le harcèlement moral. Alors là, vraiment, pour le coup, on aura des définitions et puis aussi du contexte, comme d'habitude. Ah, très bien. Comment on ferait sans toi, Magali? Ah, écoutez. On ne sait pas. Et donc, aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale que je vous laisserai découvrir dans un instant parce que justement, je pense que c'est une invitée de taille que vous allez écouter, mesdames et messieurs, tout à l'heure, qui va justement nous parler. C'est Aurélie Spinola. Aurélie, merci d'être avec nous. Bonjour à tous et à toutes. Merci à Malaika de m'inviter sur le plateau. Je suis vraiment ravie et heureuse et à la fois honorée d'être des vôtres aujourd'hui. Voilà. Et justement, pour les téléspectateurs qui nous rejoignent maintenant, Aurélie nous donnera un point de vue juridique par rapport à la question. Donc, restez jusqu'au bout de l'émission. Donc, on se disait tout à l'heure, on parle de harcèlement moral et on va pouvoir, avec la rubrique de Mag, définir ce que c'est. Donc, regardons ensemble. Magali, voilà, donc définition harcèlement moral. Alors je vais préciser quand même pour ceux qui nous regardent que j'ai pris cette définition selon le code pénal qui perdure en France et en Europe, parce que c'est vrai qu'en Afrique, il y a quand même une opacité sur tout ce qui est légal et recours, en tout cas juridique pour le thème d'aujourd'hui, Nadège. Yes. Alors ce que j'ai pu trouver comme définition, eh bien, ce que le code dit concrètement, c'est qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé, parce que c'est ce que le harcèlement au travail fait et produit, altérer sa santé physique et mentale, et aussi de compromettre son avenir professionnel, Maman Audrey. Alors, qui peut être victime de harcèlement au travail, Nadège? Eh bien, tout salarié peut être victime de harcèlement, quel que soit son poste, son ancienneté, l'activité, la taille de l'entreprise, le type de contrat, etc. Et ainsi, bien, cette victime de cet harcèlement peut bénéficier de la protection de la loi en vigueur dans son pays. Ça encore, on va voir, parce qu'en Afrique, c'est vrai que, voilà, tout à fait, quel que soit donc, bien sûr, son statut. Qui peut être l'auteur de cet harcèlement au travail, Maman Audrey? Souvent, on pense que c'est le patron, c'est le boss qui est l'auteur de... Ça peut être le cas. Ça peut être le cas, bien évidemment. Oui, mais c'est pas le boss qui est la victime, ça c'est sûr. Ah, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. Mais parce qu'on dit que tous peuvent être victimes dans ça, mais voilà. Pas le patron. Hein. Ça m'étonnerait, à moins qu'il ait un employé vraiment délétère, mais là ça m'étonnerait. Et effectivement, eh bien, on sait jamais. On sait jamais, tout à fait. Mais en fait, des fois, c'est pas forcément le patron comme je l'ai exprimé, mais ça peut être n'importe qui. Ça peut être une personne, une autorité interne ou externe à l'entreprise. Ça peut être ton collègue, un collègue malfaisant, malveillant, qui est jaloux de ta carrière et qui peut aussi exercer sur toi ce harcèlement. Maintenant, je vais parler un peu plus de l'harcèlement à la maison parce que ça aussi, ça existe et je pense que dans beaucoup de foyers africains, en tout cas dans les lectures que j'ai pu faire, il y a beaucoup de femmes, même des enfants qui subissent des harcèlements.
entre les humiliations quotidiennes et la honte ressentie par les victimes, il est difficile, en tout cas dans ce contexte, d'échapper aux griffes de l'harceleur. Alors comment ça se traduit? Eh bien, ça se joue souvent, Mama Audrey, dans le huis clos, vraiment de la famille. Et c'est difficile à identifier, mais il y a des signes quand même qui ne trompent pas. C'est ce que j'ai vu dans les lectures que j'ai pu faire, par exemple les humiliations quotidiennes, l'agressivité. La culpabilisation sont entre autres les abus quotidiens commis par une personnalité complexe. Et par exemple, ce que j'ai pu lire aussi, c'est que bien souvent, le profil du bourreau, entre guillemets, eh bien, il est plutôt doux à l'extérieur, c'est quelqu'un de sympa, il est gentil. Il ne passe pas pour un agresseur. Voilà. Ouais. Les gens l'aiment beaucoup, mais par contre, à l'intérieur de la maison, c'est là qu'il se transforme. Voilà, deux images. Et là, eh bien, et puis c'est un facteur qui peut aussi... se conjuguer autant au masculin qu'au féminin. Il y a aussi des femmes qui... J'allais poser la question. Voilà, c'est vrai que souvent, dans Malaïka, les hommes sont souvent stigmatisés. C'est pas vrai. Les pauvres. Mais ça existe aussi du côté des femmes. Mais c'est vrai que les lectures que j'ai pu faire, généralement, eh bien, ce sont des hommes qui sont charismatiques en public, mais qui deviennent ensuite à la maison très brutales, manipulateurs, moralisateurs en privé. Ils cherchent tout le temps une faille chez l'autre. C'est ce que j'ai pu lire chez une sœur, par exemple, qui s'exprimait ainsi. Toujours en train de me rechercher, toujours en train de faire des reproches. Et des fois, chercher la petite bête. Et puis des fois, ça va même jusqu'à l'humiliation publique, ça va aux insultes. Et ça montre vraiment l'ampleur de ce phénomène aussi d'harcèlement à la maison. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le terme le plus couramment utilisé, c'est le bullying. Et donc, c'est un peu comme à l'école. Le cadre un petit peu commun, on va dire, c'est des bullies. Mama Janine, qu'en est-il à Kinshasa par rapport au harcèlement moral? Oui, on a beaucoup de témoignages, un peu dans le sens de ce que disait Magali, de personnes qui témoignent subir au quotidien des brimades de la part de leurs employeurs, des insultes, ça va être des propos désobligeants, ça va être des tensions. Et ce qui est vraiment assez, comment dire, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'a rien à voir avec les compétences professionnelles des personnes, en fait. Les personnes peuvent être tout à fait compétentes à leur place, mais le harcèlement moral n'intervient pas par rapport à un manque de compétences. C'est vraiment quelque chose de purement, un harcèlement purement mental, moral, qui va affecter donc la personne dans son estime de soi et dans sa confiance en soi, comme disait Magali tout à l'heure, avec des répercussions sur la santé physique et parfois la santé mentale. Alors, dans les témoignages que moi j'ai reçus, Mama Audrey, concernant cette problématique à Kinshasa, donc il y a 3 témoignages que j'aimerais quand même vous donner. Un témoignage qui m'a été donné par un frère qui travaille dans un service et qui a été harcelé moralement par son responsable hiérarchique direct. En fait, ce qu'il lui reprochait, c'était pas grand-chose finalement, mais il l'a harcelé parce qu'il voulait le pousser vers la sortie afin que son cousin puisse prendre sa place. Et donc, il lui a fait subir toutes sortes de brimades et d'injures pour le déstabiliser et qu'il puisse partir. Le deuxième témoignage est une sœur qui me dit qu'elle a travaillé à un poste de responsabilité dans une grande société et elle était très, très compétente, mais sa supérieure hiérarchique, en fait, sa DRH, l'a tout de suite prise en grippe et a commencé à lui faire subir des brimades. Donc, elle était prise en intérim, elle a commencé en intérim, elle a travaillé comme ça pendant 3 ans en intérim. Et normalement, par rapport au code du travail, on ne peut pas perdurer quelqu'un sur un poste pendant 3 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à l'humilier, elle a commencé à lui chercher à chaque fois des problèmes. En réunion, elle n'était jamais d'accord avec elle et tout était prétexte pour l'humilier en public. Et dans son entreprise, chaque année, il y avait un système d'évaluation professionnelle fait par le directeur. Et cette dame, cette supérieure hiérarchique, a changé même la cotation qui lui avait été faite par son évaluateur. Elle a baissé la cotation. On ne sait pas trop comment elle s'est débrouillée pour y arriver, mais une chose est sûre, c'est qu'elle a commencé vraiment à la mépriser et à l'insulter même dans les réunions, et à tel point qu'elle a commencé à tomber malade parce qu'elle arrivait. Elle m'explique que quand elle allait au travail, elle y allait avec la peur au ventre et que tout ce qu'elle faisait, en fait, tout le travail qu'elle faisait, sa supérieure hiérarchique
Le premier pour elle, en fait, elle vantait son travail auprès des autres, mais elle-même, elle lui faisait subir toutes sortes de brimades. Et tout ce qui était bon, elle prenait quelque chose de terrible. Et pendant 3 ans, ça a duré comme ça. Et le dernier témoignage que j'aimerais vous donner, c'était un frère qui travaille et qui sert dans son église. Il a trouvé un poste d'employé peu qualifié dans un très grand hôtel. Et il a demandé, lors de l'entretien, à son employeur s'il pouvait avoir ses dimanches pour pouvoir aller à l'église et que voilà, il pourrait travailler les autres jours. Et à partir du moment où il a demandé ça, et il a commencé à être juste humilié, insulté en public. Alors, ça va à tel point que même le travail qu'il ne devait pas faire, qui incombait à d'autres personnes, sa responsable faisait tout pour qu'il fasse, en plus de son travail, qu'il ait aussi à effectuer les tâches d'autres personnes. Et même des tâches qui n'étaient pas les siennes, en fait, lui étaient attribuées. Donc, à chaque fois, il disait oui, il n'y a pas de problème, etc. Mais il a commencé vraiment à prendre sur lui et à souffrir de ce harcèlement. Alors, bien sûr, c'est des injures en public. Oui, regardez-moi celui-ci, c'est un fainéant, il veut pas travailler le dimanche. Voilà, c'est tout le temps des insultes, des rabaissés devant tout le monde. Et cela, ça a vraiment impacté même la santé de ce frère, qui est même tombé malade. Et il m'a expliqué que je me demandais, mais Seigneur, mais où es-tu dedans? Où es-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et finalement, il continue toujours à travailler. Il a pu obtenir ses dimanches, mais elle lui a dit, à partir d'aujourd'hui, sache que puisque tu es chrétien, tu vas devoir me montrer que tu es véritablement un bon chrétien parce que je vais t'en faire voir vraiment de toutes les couleurs. Incroyable, incroyable. Donc, c'est une réalité. Il y a vraiment beaucoup à dire là-dessus et beaucoup de souffrance, surtout derrière cela. Et c'est vraiment ce sur quoi on veut mettre l'accent aujourd'hui, c'est que vraiment, il y a des vraies victimes de cela. Et Mama Audrey, certains de ces bourreaux, si je peux dire, justifient leur comportement. Là, on a entendu, par exemple, certaines qui disent pour le travail, c'est pour placer quelqu'un d'autre qu'ils voulaient, qui était le cousin d'eux, je ne sais pas qui, ou parce que la tête de la nouvelle employée ne leur revenait pas. Est-ce qu'il y a vraiment des raisons qui justifient ce tel comportement? C'est la justice du monde, c'est l'esprit du monde, il n'y a rien qui justifie ça, pas d'égoïsme, la méchanceté, la jalousie, la vengeance. Ça peut être tellement de choses vilaines qui peuvent motiver ces choses. Mais la parole de Dieu nous dit que la justice, le monde, il n'y a pas de justice dans le monde. Malheureusement, ces personnes, voilà, cette fille, je ne sais pas pourquoi, elle n'est pas allée s'adresser à la personne qui est son supérieur, pour lui tenir au courant de ce qui se passe. Parce que si demain, dans un pays où il y a le droit qui existe, je suis sûre qu'Aurélie pourra confirmer cela, si jamais ton supérieur a été avisé qu'il y a eu un harcèlement et qu'il n'a rien fait, il devient aussi coupable que celui qui a mis l'harcèlement. Mais dans un pays où il n'y a ni foi ni loi, là, c'est autre chose. Mais en principe, on devrait pouvoir avoir recours, à moins que la personne qui nous harcèle est vraiment la top des tops, qui est en charge de tout. Mais certainement que on devrait pouvoir en parler, on devrait pouvoir soulever la question, on devrait pouvoir chercher une solution. Il y a des comités de travail, il y a des syndicats de travail. Il y a quand même, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'organisations et d'organismes au sein des entreprises même pour défendre les droits de l'employé. Mais bon, quand c'est une persécution... Par rapport à sa foi, tu veux dire? À sa foi, donc à ce moment-là, Jésus dit, renonce à tes droits. Prends ta croix et suis-moi. Garde ton cœur et fais confiance au Seigneur. C'est lui qui rétribue. À moi la vengeance, le Seigneur dit, à moi la rétribution. Et de faire confiance à la justice de Dieu, puisque quand on se bat en tant que chrétien contre les non-chrétiens, c'est le peu de terre qu'on peut le faire. On a très peu de chances de gagner la bataille. Mais quand c'est le Seigneur qui s'occupe du trône, là, c'est autre chose. Et justement, Magali parlait non seulement du harcèlement moral au travail, mais il y a aussi le cas à la maison. Et quand c'est à la maison, parfois, ça peut être entre chrétiens. Ou quand c'est au travail, ça peut aussi être entre chrétiens. Comme le fameux monsieur, là, qui a 2 visages. C'est ça. Devant tout le monde, c'est un agneau. Exactement. Et chez nous, c'est un loup. C'est ça. C'est
c'est le cas de beaucoup de maris qui ont deux casquettes, deux visages, deux caractères. Dans le travail, ils sont les plus gentils, les plus côtois, les plus aimables, les plus polis. Mais chez nous, pas chez nous, à l'arrivée chez eux, ce sont des gens, des monstres, ce sont des gens durs, qui méprisent leur femme, qui n'ont qu'un respect, qui pour eux, la femme, là, est là pour le servir, lui donner à manger et tout ça. Et pas plus que ça, il n'a pas de respect. C'est très triste, puisque si ça se voit dans l'Église, c'est un sujet que les pasteurs devraient eux-mêmes aborder, mais parfois, c'est même le cas des pasteurs. C'est ce que j'allais dire. Il faut le dire. Et parfois aussi, ces personnes qui sont à double visage, ils ont même des responsabilités dans l'Église. C'est ça. Dans l'Église, ils paraissent... Comment démasquer, là? C'est compliqué. Ben oui, mais à moins que ce soit eux-mêmes le chef. C'est ça, c'est ça. Sinon, c'est sûr qu'il faudrait changer d'église. Il faudrait quand même faire quelque chose, puisque si c'est lui le patron qui est comme ça, le reste de l'église fait quoi? Mais c'est sûr que c'est bien triste de savoir que dans les églises, ce genre d'attitude est même encouragé. Dans le sens où on n'écoute même pas la femme quand elle se plaint, quand elle dit mon mari est comme ci, comme ça, on va faire une prière de délivrance, on va faire une prière miracle, mais ça ne va pas plus loin que ça. C'est ça. C'est pas rentrer en profondeur en fait. Exactement. Et je pense que non, mais il n'y a pas de justice. Et surtout, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de rétablissement, pas de restauration. Il faut être juste en église. C'est ça. Si le mari traite mal à sa femme, il faut pouvoir lui dire écoute, tu es responsable, tu es riche, peu importe. Mais c'est pas comme ça qu'on traite sa femme. Et il faut l'encourager, il faut lui montrer, l'aider à se repentir et suivre la question. Mais bien souvent, ces personnes sont des personnes riches. On ne va pas les confronter, on ne va pas les reprendre, on les laisse tranquilles, on les laisse au chaud. Il y a plusieurs cas de figure, mais les femmes, c'est vrai, Magali dit qu'il y a des hommes qui subissent de harcèlement. Ça existe quand même. Peut-être, oui, je pense que oui. Il y a des cas aussi. Mais en principe, c'est généralement, la majorité des cas, c'est surtout les femmes et les enfants. Moi, je retiens surtout ce que tu disais, Mama Audrey, c'est que la victime, parfois, n'est même pas entendue. Non. C'est-à-dire qu'elle est de facto... comme on dit, c'est coupable d'office, en fait. C'est-à-dire qu'elle exagère, elle invente, elle fabule, c'est pas Ou alors vrai, il y avait une ça. bonne raison pour laquelle on l'a traité comme ça. Même ça, il ne peut pas avoir une bonne raison. Exactement. Il ne peut pas avoir une bonne raison. Si on est chrétien, il n'y a aucune raison qui soit assez bonne pour traiter notre femme de cette façon, et surtout d'une manière régulière. C'est ça. Parce que c'est ça aussi qu'il faut bien sûr signifier dans le harcèlement, c'est que c'est régulier. C'est ça. Hein, c'est pas quelque chose qui arrive qu'une seule fois, mais c'est vraiment quotidien et c'est répétitif. Donc justement, nous avons Aurélie Spinola qui va nous donner un peu plus de détails sur l'aspect juridique. Aurélie, juste pour nos téléspectateurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Merci Nadège. Alors effectivement, je suis Aurélie Mendoza Spinola, je suis docteur en droit public et spécialisée en droit de l'homme. Je suis maman et je suis chrétienne et je viens de La Réunion. Super, merci en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous sur ce plateau. Et on parle aujourd'hui de harcèlement moral, que ce soit à la maison ou au travail. Alors la grande question qui se pose, c'est si quelqu'un est en train de nous regarder et se dit justement, moi je suis victime de ce cas de figure, comment est-ce que cette personne peut prouver le harcèlement justement qui est moral, et quand on dit moral, c'est qu'il n'y a pas vraiment de preuves tangibles qu'on peut utiliser pour prouver cela. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses à mentionner. Déjà, lorsqu'on parle de harcèlement, il faut bien savoir de quoi on parle. Il existe différentes définitions du harcèlement, puisqu'il existe différents types de harcèlement. Donc, le droit, en tout cas le droit français, va les prendre en considération. Donc, on a le cyberharcèlement qui existe, le harcèlement entre les personnes d'un couple, par exemple. On a aussi le harcèlement moral au travail. On peut trouver aussi le harcèlement sexuel. Donc, il y a différents types de harcèlement. Aujourd'hui, ce dont on parle spécifiquement, c'est le harcèlement moral et le harcèlement moral au travail. Alors, lorsque on constate que l'on est victime d'agissements comme Magali l'a si bien mentionné, répétés à son encontre, et que ces agissements entraînent ou sont susceptibles plutôt d'entraîner une dégradation de notre condition de travail, de nos conditions de vie, que cette dégradation peut elle-même entraîner en tout cas une atteinte à nos droits ou à notre dignité, une altération de notre santé physique ou mentale. On va tomber malade, on ne va pas se sentir bien, on va être en dépression, et qu'on voit que notre avenir professionnel peut éventuellement être en danger. Alors effectivement, il y a des raisons de se dire il y a
quand même une précaution à prendre en se disant je peux être victime effectivement de harcèlement moral. Alors à partir du moment où on en est là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question qui se pose. Alors je pense que pour l'aspect spirituel, Mama Audrey et vous sur le plateau, vous allez nous donner des pistes plus précises, mais en tout cas en ce qui concerne le volet juridique, les conseils que je peux éventuellement donner aux téléspectateurs qui sont dans cette position qui est extrêmement délicate, puisque, comme on l'a mentionné tout à l'heure, bien souvent on est face à des personnalités qu'on appelle pervers narcissiques, hein, c'est-à-dire double visage. C'est difficile puisque les gens autour de nous peuvent difficilement aussi témoigner de ce qu'on vit dans l'intimité si c'est le couple, ou de ce par quoi on passe au travail, puisque le plus souvent il s'agit de personnes en position d'autorité, même si ce n'est pas toujours le cas. Le premier réflexe à avoir, c'est bien entendu d'aller chercher conseil auprès d'un professionnel du droit. Alors, bien évidemment, en France, on ira chercher un professionnel, un avocat spécialiste en droit du travail qui, lui, aura les mécanismes intellectuels déjà bien rodés pour nous orienter. Mais bien évidemment, on n'a pas toujours la possibilité d'avoir accès à un avocat parce que tout simplement, ça a un coût, hein, et pas tout le monde a la possibilité de payer des frais de justice. Alors, lorsqu'on n'a pas les moyens d'aller voir un avocat parce qu'on ne peut pas payer, bon, il faut savoir qu'une aide juridictionnelle peut nous être attribuée en France dans certains cas, mais si vraiment on ne peut vraiment pas se tourner vers l'avocat, on peut avoir ce qu'on appelle des cliniques du droit, et notamment en Afrique, cela existe. C'est-à-dire que dans les universités, au sein des facultés de droit, il existe ce qu'on appelle des cliniques du droit, et tout citoyen peut venir demander, porter sa cause et demander un conseil. Alors bien évidemment, c'est pas forcément, ou pas toujours, en tout cas des avocats qui seront là, mais vous aurez accès à des gens qui ont une formation juridique ou qui sont en cours de validation de leur formation juridique et qui le plus souvent seront également supervisés par des professeurs ou des maîtres de conférences en droit. Donc voilà, c'est pas non, voilà, on a quand même accès à une ressource, à un outil qui peut nous diriger et qui peut nous dire bon ben voilà, en fonction de notre situation, on est ou pas dans un harcèlement moral au travail, on est ou pas dans un cas de harcèlement dans le couple, sachant que le harcèlement dans le couple en France, on peut tomber dans diverses qualifications, hein, parce que souvent ça va être des violences psychologiques, et là c'est souvent associé à un climat familial qui est délétère et qui est dangereux pour l'enfant comme pour la mère lorsque ce sont les personnes visées. Ensuite, lorsqu'on a fait ce premier pas-là, c'est-à-dire d'avoir accès à la connaissance juridique, on peut par la suite établir sa stratégie et déterminer est-ce que je dispose, là, dans l'état des choses, est-ce que je dispose des éléments concrets pour éventuellement porter ma cause devant un juge si c'est la solution que j'ai adoptée. Alors en France, en tout cas, et à toutes fins utiles, il faut savoir que le juge va demander, si on décide de prendre cette voie-là, de produire des faits précis, des indices, en tout cas précis et concordants, qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement si on est devant ce qu'on appelle le juge du droit du travail, pour vulgariser un peu, qui est la juridiction prud'homale. Donc, lorsqu'on est devant le juge, concrètement, hein, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on collecte toutes les informations qu'on a en collaboration avec son avocat, bien évidemment. Bien sûr. On collecte les informations dont on dispose, les éléments qui permettent de démontrer qu'il y a une forte supposition que je suis dans une situation de harcèlement moral. Et une fois que la cause est portée devant le juge, il revient ensuite à l'employeur de démontrer effectivement qu'il n'y a pas de harcèlement moral et que les éléments qui ont été présentés sont concrètement peuvent être justifiés objectivement et sont étrangers à tout harcèlement moral. Sachant qu'à la base, c'est quand même à l'employeur qu'il revient de protéger son employé, et ça c'est une obligation de sécurité. L'employeur a donc obligation de protéger ses salariés contre des agissements, comme Magali disait, malfaisants, en tout cas malveillants de quiconque dans l'entreprise.
Yes, donc merci beaucoup Aurélie, et je rappelle que Aurélie aussi est une fervente défenseuse, je ne sais pas si ça se dit, du droit de l'homme, donc elle est beaucoup plus du côté aussi de la victime, juste pour ceux qui nous écoutent. Alors, Mama Audrey, là on a entendu Aurélie, c'est très très riche comme information. Que se passe-t-il maintenant dans le cas de quelqu'un qui est chrétien et qui subit ce genre de harcèlement par un autre chrétien, par exemple, que ce soit au travail, que ce soit à la maison? Que dit la parole de Dieu? Comment gérer ça, justement, de chrétien à chrétien? Premièrement, je pense que le Seigneur a mis des magistrats en place et qu'il a donné l'autorité aux magistrats pour régler les différends entre les couples, et que la première démarche dans ce cas devrait être, bon, si jamais c'est une personne qui est chrétienne, et qu'elle peut avoir accès à son pasteur, ce serait vraiment bien qu'elle puisse en parler. Mais si au niveau du pasteur, ça ne marche pas et rien ne bouge, mais il y a quand même le magistrat qui est là, qu'on peut, je sais, à l'île Maurice, par exemple, on peut voir le magistrat en chambre, et il peut nommer des ordres de protection, il peut statuer et suivre le couple et revoir le couple après 3 mois pour voir si les choses ont amélioré ou pas. Il y a le ombudsperson qui est là aussi pour la situation des enfants. Et bon, si rien de tout ça marche, ben, il reste que le Seigneur. Il reste, de toute manière, dans tous les cas, il faut se tourner vers le Seigneur. Mais entre-temps, comme la parole de Dieu nous dit, si c'est une persécution, on doit la subir, on doit l'accepter. Si c'est une persécution, si c'est notre mari qui est... On précise persécution, c'est-à-dire d'un non-croyant, d'un patron non-croyant ou envers la personne, ou c'est quelqu'un qui est croyant et qui est méchant, qui a une mauvaise attitude, ah ben, de toute façon, je crois que l'important, c'est que la victime, j'appellerais ça la victime, puisse garder son cœur pur. Ça, c'est le plus grand secret. C'est de prendre la chose dans l'esprit et pas dans le naturel. Et faire confiance que, surtout quand on parlait de Maman Jeannie qui parlait de cette personne qui voulait que la personne démissionne. On sait bien qu'en Afrique, on n'arrive pas si on a trouvé un travail, on s'accroche. Hein, bien sûr. Puisque les opportunités sont pas... 2 tu l'auras, c'est pas sûr. Hein, on n'est pas du tout sûr. Hein, un tiers, mais 2 tu l'auras, on n'est pas trop sûr. Donc si vous êtes appelé à vivre cela, parce que c'est une réalité pour vous et que vous n'êtes peut-être pas la foi de faire un pas de foi pour sortir et faire confiance au Seigneur, ah ben, assurez-vous que vous gardez votre cœur, que vous faites confiance au Seigneur pour qu'il emmène une justice. Quand on regarde le cas de Joseph, ben Joseph a vécu quelque part une injustice et une maltraitance. Et comment, dans la prison, bon, probablement la maltraitance avec ses frères, vis-à-vis de lui, la jalousie, comment en prison il a su garder son cœur, et comment dans le temps du Seigneur, le Seigneur a pu l'emmener de la prison à numéro 2 d'Égypte pour gérer l'Égypte, être le bras droit de Pharaon. Bien sûr. Donc, Dieu est un Dieu juste. Et si on sait garder notre cœur, on sait crier au Seigneur, ben, je suis sûre que le Seigneur va intervenir à un moment. Il va soit toucher le cœur de la personne, soit il va changer le directeur, il va faire quelque chose. C'est ça. Ou il va trouver quelque chose d'autre pour nous, ou mettre la foi dans notre cœur pour bouger. Il y a toutes sortes de solutions. Exactement. Donc, nous les chrétiens, nous ne sommes pas limités au juge, au magistrat, quoi qu'il est là pour nous. Bien sûr. On n'est pas limité au pasteur, en espérant qu'il est là pour nous aussi et que c'est quelqu'un de juste et quelqu'un qui va savoir gérer la situation avec sagesse et avec un sens de la justice et une crainte de Dieu, mais on a le Seigneur. Bien sûr. On a le Seigneur pour pouvoir nous tourner vers le Seigneur et peu importe le traitement injuste que nous subissons, le Seigneur voit si nous garde notre cœur. C'est ça notre victoire. Amen, amen. Merci beaucoup en tout cas, Mama Audrey. Malheureusement, là, je vois le temps qui défile à une vitesse. Trop vite. C'est incroyable. Mais on va devoir passer un mot de la fin, peut-être pour les bourreaux, cette fois-ci. Je pense que si vous êtes un de ces personnages qu'on a mentionnés, j'espère que vous connaissez Jésus, mais en même temps, j'espère que si vous connaissez Jésus, vous puissiez vous repentir, puisque le Seigneur dit de faire très, très attention de la manière qu'on traite ses enfants. Du reste, Jésus a dit, tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Exactement. Et il a dit, mais souvenez-vous que vous avez un patron, vous aussi, qui est au ciel, et la manière que vous traitez
ceux qui travaillent pour vous, vous serez à rendre compte au Seigneur. Amen, amen. Merci en tout cas, merci beaucoup Mama Audrey, merci beaucoup Mama Janine et bien sûr merci à Aurélie. Ah oui. Je sais qu'il y aurait encore tellement de choses à dire sur le sujet et on espère t'avoir pour une autre émission, peut-être pour la suite. Et bien sûr, Magali, merci beaucoup. Merci Nadège. Et voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Je vous encourage réellement, comme nous avons entendu, à être bons. Soyez bons les uns envers les autres, Amen. comme le Seigneur nous a enseigné, et qu'on continue avec cette attitude qui va montrer au monde que justement nous sommes enfants de Dieu. Alors je vous dis à très très bientôt pour un autre programme. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.